Ce magazine vous est proposé par le groupe NCA Assurance et Banque. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Vous avez voulu que le peuple assume le pouvoir. Vous voulez que le peuple ait le pouvoir. Le pouvoir pour le peuple, oui ou non? Oui. 3 ans déjà. 3 ans déjà qu'un carteron de capitaine à la fleur de l'âge et aux idées dites de gauche, avec à leur tête un certain Thomas Sankara, ont pris les rênes de leur pays. 3 ans déjà que la Haute-Volta, devenue Burkina Faso, le pays des hommes intègres, vit au rythme de la révolution. Une révolution qui a envoyé en prison et sanctionné les anciens dirigeants et qui a mis au travail l'ensemble du pays. 3 ans déjà que ces officiers trentenaires mènent leur pays comme on mène une armée, au pas cadencé et à un rythme effréné. Le Burkina Faso de 1985 ressemble à un immense chantier où toute la population est actrice du changement, participant à tous les travaux d'intérêt général, construisant elle-même ses rails de chemin de fer, ses ponts, ses barrages. Chacun plantant un arbre, construisant sa maison. Une révolution où les plus pauvres, le peuple comme on l'appelle, une fois n'est pas coutume, est prioritaire et bénéficie de l'attention des leaders, avec des mesures telles que la distribution des parcelles de terrain pour construire leur logement qui leur donne à espérer, qui leur fait comprendre qu'ils doivent se prendre en main et que le temps des privilèges est terminé. Une révolution qui a bouleversé les mentalités et changé les règles du jeu. Une révolution qui suscite de la méfiance chez quelques grandes puissances et chez certains voisins du Burkina. Mais surtout, de la curiosité, de l'admiration chez les Africains qui ont là leur nouveau héros. Celui qui dit tout haut ce que pense le plus grand nombre d'entre eux. Une révolution qui dérange. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Thomas Sankara. Awarami Thomas Sankara tununa Burkina kabe kasila Dimseni makurobasi mantovana Awarami Thomas Sankara tununa. Il y a des retenues d'eau que nous avons creusées de nos propres mains, alors qu'ailleurs ce sont des grands engins qui les réalisent. Nous n'avons pas ces moyens pour le faire. Nous les avons réalisés de nos propres mains. Les populations ont travaillé jour et nuit pour construire des écoles. Il y a des dispensaires que nous avons pu construire. Il y a des routes que nous avons refaites, des ponts que nous avons refaits. Toutes ces réalisations faites dans un laps de temps aussi court séduisent de nombreux jeunes et braquent les feux de projecteurs sur le Burkina Faso que peu de gens jusqu'à l'avènement de la Révolution pouvaient situer sur une carte de l'Afrique. Thomas Sankara en profite pour faire passer ses messages, ses idées. Il mène une diplomatie particulièrement active pour un pays de la taille du Burkina Faso. Désormais, sa voix porte. Et il veut en profiter. Il faut préciser que nourri des nationalistes africains et des théoriciens du marxisme et léninisme, le combat ne peut pas se gagner juste au sein de son propre pays. Et pour que son modèle de mise en œuvre du développement soit montré en exemple, il faut jouer un rôle international. Il entretient d'excellents rapports avec le Ghana de Jerry Rawlings, qui est un ami proche et qui vient désormais régulièrement à Ouagadougou. Il voue une certaine admiration à ce lieutenant qui a initié lui aussi dans son pays une révolution qui bouscule les mentalités. Il faut préciser que Jerry Rawlings avait contribué à la préparation du putsch du 4 août qu'il a installé au pouvoir en fournissant les armes. Très vite, les deux pays vont organiser des manœuvres militaires conjointes. Thomas Sankara. C'était pour montrer à l'impérialisme de quoi nous sommes capables en Afrique. Beaucoup d'autres États africains préfèrent organiser leurs manœuvres en apport avec les puissances extérieures. Lorsque nous aurons de prochaines manœuvres, il faudra qu'il y ait de Harlem des combattants pour participer avec nous. Avec la Libye de Muammar Kadhafi, les relations sont plus complexes. Si au début le leader libyen a voulu en faire un de ses protégés, un de ses alliés dans cette période d'isolement, lui fournissant au passage des armes et du matériel de construction au début de la révolution, les relations entre les deux hommes vont rapidement se détériorer. Premier indice qui va éclairer le capitaine Sankara sur les dispositions d'esprit du leader de la garde de Jamaïria libyenne, un incident à l'aéroport de Ouagadougou.
Des avions libyens et soviétiques transportant du matériel se croisent sur le tarmac. Les soviétiques s'étonnent que l'on décharge l'avion libyen avant le leur. Les Libyens de leur côté s'étonnent que l'on fasse le plein de l'appareil soviétique en premier. Cet incident qui traduit le désir des deux pays de faire du Burkina une de leurs zones d'influence exclusive va refroidir le capitaine Sankara. Il va rapidement réaffirmer sa personnalité et son désir de liberté à Kadhafi en refusant la pression qu'il exerce sur lui sur des questions telles que la construction des mosquées. Pas question non plus de convertir ses dirigeants à l'islam ou de distribuer le célèbre livre vert du guide. Et dès 1984, il va exprimer clairement sa désapprobation à l'action de la Libye au Tchad. Il réprouve l'engagement militaire de Tripoli dans ce territoire indépendant. Mais malgré ces différends qui les éloignent, il ne rompra pas définitivement les relations avec Tripoli. Le guide libyen s'accommode à son franc-parler, et même à quelques-uns de ses écarts, comme lorsqu'il retient pendant plusieurs jours l'avion qu'il lui a prêté pour revenir d'un sommet. Il estime que Kadhafi a les moyens pour faire cadeau à son pays de cet aéronef. Mais l'étiquette de l'homme de Tripoli que lui collent certains médias l'agace tout de même un moment. Oui, Monsieur le Président, bonsoir. Vous êtes donc à Paris pour participer à cette conférence. Nous allons y revenir. Mais tout d'abord, je voudrais vous poser la question de savoir quelle est votre réaction face à ce terrorisme en France, mais d'une façon générale en Europe. Eh bien, en tant qu'homme, je ne peux que m'émouvoir devant ces attentats qui créent tant et tant de désolation chez des êtres humains. En tant qu'Africain, je ne peux que m'étonner que la France et l'Europe si imprégnée et si prétendante de civilisation posent et commettent et connaissent des actes qui sont réputés être ceux des sauvages d'Afrique. Oui, en tant que révolutionnaire, je regrette que des hommes n'aient à s'exprimer ou n'aient été condamnés de s'exprimer que de cette façon-là. Monsieur le Président, on connaît votre amitié pour le colonel Kadhafi. Cette amitié ne vous gêne-t-elle pas dans la mesure où le colonel Kadhafi a qualifié les attentats de Rome et de Vienne d'actions héroïques? Ça vous semble correct? Mais il a changé de position quelque temps après. Autre pays africain, voisin cette fois-ci du Burkina Faso, avec lequel les relations ne sont pas des meilleures, la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny. Il faudra attendre novembre 1984 pour que les deux hommes se rencontrent en marge du sommet de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui se tient à Lomé. Entre les deux pays, les rapports sont empreints de méfiance. Mais pour Thomas Sankara, le vieux symbolise la France-Afrique, la compromission avec les puissances colonisatrices, un modèle ancien dont il faut se débarrasser. Et même s'il manifeste quelques gestes d'apaisement dans les nombreuses escalades verbales entre les deux capitales, il ne lui fait guère confiance. Le président Houphouët-Boigny, qui s'emploie tout le temps à écorcher le nom de la jeune nation, tantôt Burkina Faso ou Burkina Faso, se méfie de cette soldatesque qui risque d'embraser la sous-région. Ces impétueux officiers sont pour lui une menace permanente à sa porte. Il faut dire que le capitaine Sankara, à chaque escalade, n'adopte pas la méthode très africaine qui consiste à faire le dos rond et à laisser passer lorsque l'aîné parle. Ainsi, en 1985, après le sommet de Yamoussoukro, il appelle carrément le peuple ivoirien à effectuer sa propre révolution. Tant pis si par moment le langage est un peu cassant. Mais c'est le langage de la vérité et la vérité est révolutionnaire. Nous pensons aussi que notre rôle est de tout faire pour établir les meilleures relations entre les peuples. Car j'insiste, les gouvernements ont leur logique, les gouvernements ont leur politique. Et ce n'est pas avec le gouvernement que nous voulons travailler. Nous ne le faisons que lorsque nous sommes obligés de passer par le gouvernement. Nous voulons directement mettre notre peuple au contact des autres peuples. Il n'appartient pas à la Volta d'apporter sa caution à un quelconque gouvernement. Et nous disons que réellement, ceux qui s'opposent à notre peuple s'opposent à leur propre peuple. Il n'y a qu'à bien regarder et l'on s'apercevra que l'impérialisme tentaculaire qui tente de continuer son action ventouse sur la Volta, cet impérialisme-là fait déjà du tort dans la zone géographique où il évolue. Ceux qui n'aiment pas le peuple voltaïque, ceux qui s'opposent au peuple voltaïque, de quelque façon que ce soit, sont ceux-là qui font du tort à leur propre peuple et veulent le maintenir sous leur domination. Domination évoluée ou domination primaire, mais domination quand même. Fidel Kientega, conseiller diplomatique et chef du département affaires politiques de Thomas Sankara. Un jour, le président Thomas Sankara m'a envoyé, tout jeune à l'époque, porter des messages au président Félix Houphouët-Boigny, qui m'a fait recevoir avec
toute la considération qu'il fallait à l'époque et qui a tenu à ce que je ramène au président Thomas Sankara ce message qu'il le considérait beaucoup pour avoir été ce qu'il a été, c'est-à-dire ayant parcouru les mêmes chemins que lui, gauchiste, etc. Et qu'il ne le méprise pas, même si leurs chemins ne sont pas les mêmes. Mais il dit, on ne peut pas, avec l'âge et l'expérience qu'il a eue après, ne pas dire au fils, qui était Thomas Sankara, qu'il sera obligé, s'il parcourt les mêmes âges que lui, d'en arriver aux mêmes choses. Et que donc, par conséquent, il pense qu'il est bon pour lui, qu'il ne perde pas tout le temps du parcours qu'il a fait et qu'il opère des raccourcis. Jean-Marc Palme, ancien cadre du CNL au Conseil national de la Révolution et ex-ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré. Oui, à un moment donné, nous avons été obligés quand même de nous poser des questions. Il y avait des provocations inutiles que l'on faisait. Par exemple, l'attitude vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et de Félix Houphouët-Boigny, je ne vois pas ce qu'on y gagnait. Je vais prendre un cas. Houphouët avait proposé à Thomas, à la réunion de la CEDEAO en Mauritanie, de se présenter comme le prochain candidat à la présidence de la CEDEAO. Il n'a pas discuté du problème au CNR. Il en a parlé à certains de ses proches. C'est lorsque le sommet approchait, le sommet qui se tenait au Nigeria, que la veille de son départ, il a convoqué une réunion et il a posé le problème. On lui a dit, c'est dommage que ce soit aujourd'hui qu'on parle de ce problème, parce que est-ce que ce n'est pas une provocation, une machination de la part du président Houphouët, compte tenu de l'attitude que nous avons envers lui pour nous humilier. Il a dit non, on ne lui croit pas. On a dit bon, on suivra. Voilà pourquoi certains ont estimé que la proposition de Houphouët n'avait absolument rien de clair. Et la suite va leur donner raison. Thomas Naïma avait accepté la proposition et s'est porté candidat. Mais arrivé à Abuja, il a pris contact avec Moussa Traoré. Il a pris contact avec Dada Jawara, Moussa Traoré du Mali, Dada Jawara du Gambie. Il a pris attache avec Babangida du Nigeria, qui l'ont assuré que eux, vraiment, c'est lui qui soutenait, si lui a fait cette proposition, ils sont d'accord. Mais dans la salle, c'est Dawda Jawara qui prend la pancarte de Gambie, se lève, qui propose Babangida comme président de la CEDEAO. Thomas a voulu parler, on a rabroué. Et c'est là où après, à son départ à l'aéroport d'Abuja, il fait une conférence de presse extrêmement incendiaire. Parce qu'il s'est rendu compte de la manipulation de Houphouët. Avec le Mali aussi, ce n'est pas la franche camaraderie. Entre Moussa Traoré et Thomas Sankara, le courant passe mal. Le président du Faso ne se gêne pas pour exprimer des critiques vis-à-vis de son voisin, Jean-Marc Palme. Au Conseil de l'Entente, Thomas avait fait l'objet de vives critiques de la part de tous les chefs de l'Entente. Et à son retour, il avait eu une attitude à la limite de l'irresponsabilité. Il avait fait un discours à l'aéroport où il fustigeait tous les pays environnants. Et le lendemain, la place de la Nation, un grand meeting de CDR où il insulte tout le monde et il dit « Chacun de ces pays a besoin de la révolution ». C'était pratiquement un appel de guerre. Et c'est ça qui nous a amené la guerre de Noël. Parce qu'après ce discours, beaucoup de camarades lui ont demandé « Est-ce que tu as des armes ?» Il dit « Mais pourquoi ?» Il dit « Mais tu viens de déclarer la guerre à tous les pays, et particulièrement au Mali. » Que non, c'est des histoires. Moussa ne nous a jamais attaqué. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Moussa Traoré ne va pas laisser impuni cet affront, cette insolence. C'est le début de ce qu'on va appeler la guerre de Noël, ou encore la guerre des pauvres. Après plusieurs incidents frontaliers a priori mineurs impliquant des soldats venus rançonner des villageois du côté du Burkina et une opération de recensement à laquelle s'opposent des fonctionnaires maliens, le 25 décembre, au matin, une véritable armada malienne entre en plusieurs points sur le territoire burkinabé. 150 chars se déploient, dont 20 s'acharnent sur la seule localité de Koloko. Après avoir bombardé des ponts où se trouvait encore la veille Thomas Sankara, ils s'attaquent à une richesse, à un objet précieux dans le Sahel, les châteaux d'eau. Les églises et les marchés ne sont pas épargnés. Le Burkina, qui n'a pas d'avion de combat et encore moins de bombardiers, envoie ses deux seuls appareils, les marchettis italiens, pour balancer des bombes sur la ville de Sikasso. La puissance de feu du Mali est nettement supérieure à celle du Burkina. Même s'ils résistent héroïquement, les Burkinabés sont quelque peu malmenés. Cette guerre qui oppose deux pays particulièrement pauvres va faire de nombreuses victimes. Le président Moussa Traoré va d'ailleurs avoir cette phrase terrible. Le Burkina n'aura pas assez d'un mois pour enterrer ses morts. Fin de citation. Une façon de souligner le caractère punitif de cette expédition militaire. Après d'intenses négociations et un impressionnant balai diplomatique des nations de la sous-région et du Maghreb, un accord de cessez-le-feu est signé par Sankara d'abord, puis par Moussa Traoré ensuite. Il entre en application le 30 décembre 1985. Seulement, les troupes maliennes restent sur leur position en territoire burkinabé.
Ce n'est que le 17 janvier 1986 qu'ils conviennent lors d'un sommet à Yamoussoukro convoqué par le président Houphouët-Boigny du retrait des troupes des zones de combat. Je voudrais vous demander, camarades, de comprendre qu'entre le peuple malien et le peuple burkinabé, il n'y a jamais eu que l'amitié, il n'y a jamais eu que l'amour. Camarades, êtes-vous oui ou non pour l'amitié entre nos deux peuples? Êtes-vous oui ou non pour l'amitié entre nos deux peuples? Oui ou non pour l'amitié entre nos deux peuples? Alors, les masses populaires ont parlé. Les masses populaires dépositaires du pouvoir au Burkina Faso ont parlé. Et c'est en leur nom que je dis à la face du monde entier qu'il n'y a plus jamais de prisonniers maliens au Burkina Faso. Ces militaires maliens qui sont là ne sont plus des prisonniers. Ce sont nos frères. Ils doivent rentrer à Bamako en toute liberté quand et comme ils voudront. Avec le voisin togolais, le climat n'est pas non plus à la détente. Il sera d'ailleurs accusé par le président Gnassingbé Eyadema d'avoir fomenté une tentative de putsch contre son régime. C'est nous faire un peu trop d'honneur sur notre valeur militaire que de penser que 200 Burkinabés peuvent traverser le Togo sur 1000 km et envahir Lomé. Et puis aussi, l'on dit que des opposants togolais ont été formés au Burkina Faso. On cite un village qui n'existe nulle part, comme je l'ai dit à l'envoyé d'un chef d'État sur cette question. Si quelqu'un connaît ce village au Burkina Faso, qu'il le bombarde, parce que je sais qu'il n'est pas sous mon autorité, ce village-là. Il n'existe nulle part de village comme celui que les autorités togolaises citent. De même, les autorités togolaises citent un officier burkinabé du nom de capitaine. Ce capitaine n'existe pas. Certes, il existe un nom comme cela dans notre armée, mais ce capitaine n'existe pas. Mais nous comprenons aussi que dans la volonté de faire un montage et d'avoir des aveux plus ou moins concordants avec la réalité, l'on se soit embrouillé au point d'inventer des grades fictifs pour des officiers qui sont modestement à des niveaux plus bas. Nous sommes persuadés que avec les Togolais, nous retrouverons un chemin d'entente et les bons et loyaux services que nous avons toujours eus à l'égard du Togo seront repris et le Togo sera en profité. Au contraire, je ne suis pas, comme vous constatez à Ouagadougou, nous avons essayé de contenir toutes les réactions les plus vives, les plus passionnées et nous avons dit à chacun que nous comprenions l'attitude togolaise qui pouvait être malheureusement une attitude dictée aussi par le choc psychologique un peu trop violent d'une situation particulière. Mais dans la sous-région, Thomas Sankara entretient néanmoins d'excellents rapports avec son voisin, le Niger. Le président Séné Kounché est un véritable ami, un grand frère qu'il consulte. Pas seulement parce qu'il est un officier comme lui, mais surtout pour son engagement en faveur de son peuple, notamment dans sa lutte pour l'autosuffisance alimentaire dans cette rude région sahélienne. De dire combien j'étais heureux de pouvoir retrouver une fois de plus le président Séné Kounché, chef d'État du Niger, le Niger qui est un pays frère, un pays ami de la Haute-Volta, un pays dont le peuple est lié intimement à celui de la Haute-Volta. Si avec certains de ses voisins, comme nous l'avons vu dans le cas du Mali, du Togo et de la Côte d'Ivoire, Thomas Sankara connaît des relations plutôt difficiles en raison de son franc-parler et de ses positions anti-impérialistes, il entretient néanmoins d'excellents rapports avec les nations engagées comme lui dans la Révolution, ceux qu'on appelle les progressistes. Il y effectue d'ailleurs de nombreux déplacements. Il s'y fait respecter et entendre, ce qui ne plaît pas toujours dans cette période de guerre froide, comme nous allons le voir, surtout lorsqu'il s'attaque à certains gros intérêts financiers. Essayer de créer un front commun pour refuser de rembourser la dette de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international peut avoir quelque chose de suicidaire. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.